Voilà, donc Thales Apex. Merci. Et, merci Pierre. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Alors, rapidement, je vais me présenter. Donc, Pierre Plantard. Je suis le cofondateur et président de VLC. Donc, nous, on est une structure qui développe des solutions donc, basées computer vision et IA au service de la prévention des TMS. Alors, juste rapidement, un peu de contexte, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Donc, les TMS, c'est la première maladie professionnelle en France. C'est la première cause aussi d'incapacité de travail. Bien sûr, ça ne se limite pas au secteur et au géographique français, mais également dans tous les pays du monde, et notamment, par exemple, quelques KPI sur les États-Unis, avec près de 40% des accidents du travail sont induits par les TMS, qui représentent des millions d'employés qui sont arrêtés chaque année pour un coût de près de 17 milliards de dollars par an en coût direct pour le seul pays des États-Unis. Je t'arrête pour dire que c'est vachement important ce que Pierre est en train de dire. De regarder à l'international ce qui se passe. Parce qu'on est toujours enrhumé en France, on a une protection sociale qui est telle que c'est toujours tous pour l'absentéisme, machin, et donc voilà. Mais quand vous regardez dans les pays libéraux complètement ce que sont les coûts et la réalité de l'absentéisme qui est liée aux pathologies de type TMS, je citerai par parenthèse aussi celles qui montent tout autant qui sont des pathologies mentales, dans ce type de système, ça veut dire qu'il y a vraiment problème. Il y a vraiment problème. Donc, je vais aussi, tant qu'à faire, on va se permettre, ça va me permettre de mieux vous présenter ce slide. Du coup, alors, l'objectif ici, c'est de parler de l'apport de l'IA, notamment sur la partie computer vision, pour la maîtrise des risques professionnels. Alors, rapidement, pour définir ce que c'est que l'IA, l'IA, ça veut tout et rien dire, ça englobe énormément de choses. À l'intérieur de l'IA, on va avoir tout ce qui va être apprentissage machine, apprentissage dit profond, donc tout ce qui va être création de modèles pour pouvoir faire une tâche complexe de façon totalement automatisée par une machine. Et à l'intérieur de ça, les données d'entrée de ces modèles peuvent être des données visuelles qui vont permettre derrière de pouvoir faire ressortir des estimations. Dans notre cas, les estimations, ça va être des mouvements qui vont être détectés directement dans l'image par le modèle qui aura appris sur un ensemble énorme de données d'exemple pour pouvoir le faire de façon automatisée. Et tout ça va permettre par la suite de pouvoir estimer les risques de troubles musculo-squelettiques qui vont être associés à ces postures et mouvements. L'intérêt de ces technologies-là et pourquoi elles sont employées de plus en plus dans les entreprises, c'est qu'on va être vraiment sur un usage très peu invasif pour la production, pour l'opérateur. Donc on ne va pas avoir de problématiques de port de capteurs qui pourraient contraindre le mouvement et gêner la production avec des calibrations lourdes et autres. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une technologie qui soit la plus simple d'utilisation, parce que l'enjeu vraiment en opération, c'est de pouvoir être le plus efficace possible, le plus rapide possible, parce que sortir quelqu'un de ligne, ça peut être compliqué, ça c'est un coût. Donc tout ce qu'on pourra faire pour faciliter l'usage de l'analyse, notamment des risques de TMS, sera un bénéfice certain. Le deuxième, c'est... Alors, encore une fois, j'en profite pour compléter ça, c'est que là, l'une des grosses difficultés de l'intégration des technologies, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité. Et donc, c'est effectivement que quand les mecs, c'est pareil, ils ont des capteurs collés un peu partout, ou autres, ils se rappellent constamment qu'ils sont surveillés, ça les gratte, enfin bref. Alors, donc, en termes d'acceptabilité, c'est un énorme problème. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est le côté maîtrisé du coup de ces technologies-là. On va être sur des technologies qui vont être totalement numériques, donc qui vont pouvoir être beaucoup plus facilement déployables. Donc forcément, on va pouvoir déployer la technologie sur un ensemble d'usines, sur des territoires géographiques forcément potentiellement très éloignés. Et donc on va vraiment avoir une maîtrise des coûts pour l'entreprise de l'injection de ces technologies-là au sein de sa réalité opérationnelle. Derrière, alors pourquoi c'est intéressant aussi, c'est qu'on va augmenter l'objectivation et la fiabilité des mesures qui vont être faites notamment sur les paramètres posturaux. Il faut savoir que traditionnellement, on va prendre une photo, on va essayer d'estimer les angles articulaires
adapter ça, rentrer ça dans des méthodes ergonomiques. La problématique, c'est que ça va être donc un recueil de données subjectives soumis à interprétation, qui peut être aussi poser problème en termes de neutralité en fonction de qui est le commanditaire de l'évaluation ergonomique. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Et qui est essentiel, parce que effectivement, ces biais de subjectivation, on les trouve, j'allais dire, dans les deux sens, parce qu'il y aura ceux qui veulent vous faire plaisir en vous disant il y a un matos qui me va très bien, donc tout va très bien à la parking, et en fait, ils ne sont pas du tout à l'aise, ou au contraire. Et donc ça, je veux dire, pour l'expérience, et pour tous les gens dans ce métier d'intégrer dans les questions concrètes, les seules interviews, c'est bien sympa et c'est bien utile, mais c'est complètement tracé de subjectivité. L'intérêt de ce jeu, c'est de pouvoir, justement, et d'ailleurs, à contrario, éventuellement, de pouvoir détecter ce que sont les problèmes perso de quelqu'un, s'il n'est pas, à la limite, dans le type des murs classiques des autres. Donc là, ça permet aussi une appréciation dans les deux sens. C'est important, notamment quand on va devoir solliciter donc, des investissements par la suite pour aménager les postes de travail, d'avoir des données objectives sur lesquelles se baser. Ça m'amène au deuxième point, la donnée, la consistance de la donnée qui va apporter des indicateurs et va rassurer l'investissement, notamment en permettant de le comparer avec une situation par rapport à une autre, et donc d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un gain qui soit chiffré. La consistance des données, ce qui est vraiment fondamental là-dedans, c'est que traditionnellement, on avait beaucoup de difficultés à recueillir de la data. Donc on avait de la data en nombre très limité. Un exemple concret, quand on prenait une photo, on estimait le risque à un instant T, sauf qu'en fait, tout ce qui se passait avant la mesure, après la mesure, sur l'ensemble du temps de cycle, ne pouvait pas être mesuré. Et derrière, on n'avait pas cette durée d'exposition qui est un facteur très important au niveau bioméca sur l'apparition d'un risque de TMS. Donc la consistance et la solidité de la donnée, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et derrière cette donnée, ça va nous permettre de pouvoir la piloter. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va augmenter notre capacité de récolte de données et derrière de pouvoir piloter cette démarche, prioriser nos actions et surtout valider nos actions et voir en fait la diminution globale par un pilotage beaucoup plus simplifié grâce à l'IA et au computer vision. Donc ça a une utilité aussi bien pour les personnes de terrain qui vont avoir une capacité plus grande de réaliser des mesures donc sur le terrain sans difficulté et autres, mais également pour les responsables qui vont avoir un accès à des reporting et à des KPI qui va leur permettre de pouvoir vraiment améliorer, prendre des décisions plus facilement, et tout ça va être vraiment drivé par, premièrement, l'automatisation. Donc là, c'est vraiment à l'instant, ce qu'on arrive à avoir, c'est cette automatisation, ce gain de temps et cette fiabilité des données. Et plus loin, et à partir des années 2020, on commence à voir ressentir de la prédictivité. Comment on va aller plus loin que juste une optimisation de modèles existants. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour la suite. Là, je vais vous présenter à l'heure actuelle deux exemples de cas d'usage qui ont été utilisés par nos clients pour améliorer leur prévention professionnelle des risques dans différents secteurs. Sur le premier, c'était donc une entreprise sous-traitant automobile qui utilisait la technologie computer vision, notamment pour pouvoir améliorer les évaluations. Donc traditionnellement, ils utilisaient des outils subjectifs qui étaient très fastidieux, très longs. Ils n'arrivaient pas à faire remonter les données qui étaient demandées par les responsables. Et donc derrière, l'utilisation de la solution leur a permis de diviser par 7 le temps pour faire une étude, ce qui leur a permis de démultiplier le nombre d'études, de faire grossir le nombre de data, surtout d'avoir des data de meilleure qualité avec d'autres facteurs comme le temps d'exposition et autres. Et donc ça a permis de diviser par 7 le temps de l'évaluation. Quelque chose qui est aussi intéressant pour ce type d'acteurs, c'est qu'ils n'ont pas malheureusement un ergonome parisien et ils ont besoin de relais locaux. Et les relais locaux sont fondamentaux pour pouvoir démultiplier les mesures et démultiplier du coup les actions de prévention. Et donc là, l'idée aussi de la solution et de la technologie de computer vision, c'est de simplifier les usages. On n'a plus besoin d'être formé à l'anatomie pour pouvoir détecter une flexion, une antépulsion, une rotation, une pronosupination, c'est que les termes techniques que je peux employer de par mon background, mais dans l'idée, c'est vraiment de rendre plus accessible cette mesure pour quelqu'un qui m'a vachement enrichi. Mon deuxième exemple, c'est sur de l'agroalimentaire. Donc là, on est plutôt sur un objectif qui était de pouvoir valider un aménagement de poste
Et en gros, la difficulté qu'on avait, c'était de pouvoir valider l'investissement des responsables et des parties prenantes pour aménager un poste de travail qui était remonté comme quelque chose de sollicitant. Donc on a fait une première analyse, enfin les clients ont fait une première analyse, parce que ils ont les solutions et l'objectif c'est surtout que ce soit eux les acteurs de leur prévention. Donc il faut une première analyse qui leur permet aussi de démontrer que le risque est bien présent et derrière de proposer un aménagement et de le valider et de voir en fait l'impact. Donc là on avait une réduction de 36% du risque, ce qui était très intéressant et très important, ce qui a permis en fait de faire valider l'aménagement et donc l'injection de moyens pour arranger ce poste-là. Et une petite cabine globale qui était intéressante, c'est que derrière, ça a permis de diminuer 50% l'accidentologie sur l'ensemble de la ligne qui a été aménagée. Je peux poser une question? Bien sûr. Merci. C'est sur les... en gros, qui sont les interlocuteurs qui ont été associés à la démarche? Parce qu'on voit là qu'en plus, il y a eu une association, ou des opérateurs, ou des pilotages ou autres à la démarche. Comment ça a réagi? Comment, sur les différents interlocuteurs qu'on peut avoir finalement dans une boîte, comment ça a été pris? Comment ils ont intégré les choses et qu'est-ce qu'ils en ont fait derrière? Alors on voit, là c'est direct le choix d'investissement, mais aussi autrement. De toute façon, un projet de prévention des TMS, ça se fait à plusieurs. C'est important de créer un comité de pilotage qui permette de pouvoir être plusieurs dans la boucle et d'avoir cette décision collégiale. Ce qui a été intéressant et ce qui a été vraiment impactant pour eux, c'est qu'il puisse y avoir aussi bien des opérateurs que des personnes responsables dans ce groupe de travail, qui a permis de mettre en lumière le risque actuel et donc de pouvoir faire remonter et valider cet investissement. Et par la suite, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'on a l'investissement, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut surtout en fait, valider auprès des opérateurs que l'investissement et que l'aménagement de poste il est pérenne, il est opérationnel auprès des opérateurs, mais également auprès de la direction de s'assurer qu'on a une diminution effective du risque et qui ne s'est pas déporté sur un autre facteur de risque, sur une autre articulation. Ça c'est très important. Et derrière, tout ça, drivé par la data, permet de faciliter énormément les choix qui sont faits par ces comités de pilotage. Et si on continue dans la question, pardon, là, mais quels enseignements, j'allais dire, peut-être aussi dans ton amour précédent de mobile, quels enseignements ils ont pu en tirer, je dirais, sur, là c'est un peu de perception, justement sur l'utilisation des data, l'aide que ça leur apportait, là ce sont vraiment des... On voit bien le double impact à la fois sur les personnes, sur l'adaptation finalement de leur comportement quotidien et sur l'investissement. Comment tu les sens sur l'évolution de leurs besoins en vie de data Alors je pense de ce type d'intervention? Les entreprises, ça va vraiment dépendre de la maturité de l'entreprise. Un projet d'IA, un projet de computer vision, même aussi simple que ça demande quand même d'une préparation en amont. Il faut que les gens soient conscients des données qui vont être fournies. Il faut derrière qu'il y ait des actions qui soient mises en place, qu'il y ait des pilotes. Et vraiment, voilà, c'est comme un astronaute, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est super important pour la réussite et la pérennité de ce type de technologie-là. Et c'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un accompagnement. Si les entreprises sont pas suffisamment matures, il faut pouvoir les accompagner. C'est pour nous quelque chose de super important, parce que sinon elles vont avoir un petit effet waouh. On peut avoir par exemple, on en parle souvent avec les exosquelettes, mais quand on intègre pas correctement l'exosquelette, on est content, on a mis un exosquelette, et il est au placard. Une technologie d'IA, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une démarche d'intégration et il faut que tous les acteurs et les parties prenantes soient concernés pour que l'usage de cette technologie-là soit pérenne. Et derrière, une fois que tout le monde est concerné, en fait, la donnée va vous permettre de faire remonter beaucoup plus facilement, visuellement, les impacts et autres, et surtout de pouvoir suivre ce qu'on reste, notamment chez Forvia, dans l'industrie automobile, avec un héritage très germanique et d'avoir des choses très carrées et très chiffrées. Donc pour eux, c'est un vrai gain, parce que derrière, c'est un gain de temps, mais c'est surtout un gain aussi de solidité et de consistance de données. Et du coup, alors là, je vais vous présenter un peu l'état actuel de ce qu'on peut retrouver sur le marché au niveau de l'évaluation ergonomique. Voilà.
il faut savoir que l'IA, c'est un domaine qui est en pleine évolution, et notamment dans des secteurs comme l'ergonomie. Nous, voilà, je suis issu de la recherche, notamment de ces petites, de l'ENS 22 et de l'INRIA. Et derrière, on a cette volonté d'aller un peu plus loin, parce que c'est intéressant de pouvoir optimiser la partie posturale et les risques posturaux. Maintenant, ce qui va être important, c'est que sur les risques biomécaniques, il y a également les efforts. Comment on fait pour mesurer les efforts? Ça, c'est un vrai sujet. Le sujet que nous, on aborde via nos partenaires en recherche et développement, c'est comment, à partir de la vision, on pourrait estimer les efforts articulaires, sans devoir repartir sur des capteurs qui sont complètement... Qui sont très longs. Mais ça, c'est un truc très important. Vous en êtes tous, et qui dans ces trois-là ou d'autres est particulièrement, je veux dire, non seulement intéressé, mais moteur. Et si je peux me permettre positif, parce que je ne citerai personne, non, je ne les citerai pas, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment Covid. Donc, moment Covid, avec les énormes problèmes de la première vague, notamment de tous les malades, un peu lourds, puisqu'en gros, on avait surtout des OPS qui étaient globalement atteints, et où les infirmières et autres avaient des tonnes à retourner tout le temps. Et donc, je ne citerai personne, ils ont fait appel à deux laboratoires extrêmement renommés pour savoir quels étaient les exosquelettes qui auraient pu, c'était une bonne idée globalement à l'époque, qui auraient pu être adaptés. Et donc, ils ont fait un laboratoire plein d'études, sauf qu'ils sont complètement bourrés, et le truc était pas du tout, c'est des défauts de choix, des défauts de pertinence dans le choix. Donc, bon, c'est la recherche qui de temps en temps se planter, mais là, ils sont vraiment plantés grave. Et donc, la question, pardon, très triviale, dans ce que tu connais, c'est quoi les bons qui sont en avance là-dessus? Alors vraiment, là où il y a les plus avancés, donc forcément, c'est des Américains, l'université de Stanford. Stanford, ils ont un laboratoire en human factor et engineering qui est très très avancé, notamment ils développent des solutions qui sont déjà... Stanford regarde. Ouais, c'est vraiment des très très bons. Nous, chez nous, on n'est pas non plus en reste. En France, Cocorico. Donc là, sur l'INRIA aussi, on a pas mal de... L'INRIA est côté de chez vous? Ouais, l'INRIA de Rennes. Moi, je fais un peu ma pub, hein. Mais à l'INRIA de Rennes, donc là, nous, on a financé une thèse donc, avec ces partenaires-là sur ces sujets d'estimation posturale. On a des résultats prometteurs dans la lignée des résultats Stanford. Donc on est plutôt satisfait. Ça reste encore de la R&D. Nous, notre métier chez Movetti, c'est de les intégrer. Mais une fois qu'ils seront suffisamment matures, mais en tout cas, il y a de bonnes voies sur pouvoir estimer les efforts. Et ça, c'est super important. Je prends le cas, par exemple, d'un maroquinier de luxe, où il va y avoir très peu de mouvements, mais par contre des sollicitations qui vont être en fait isométriques, sans mouvement associé. Et ça, comment on fait pour les mesurer? Il faut être capable d'avoir un modèle qui soit suffisamment précis et suffisamment puissant pour pouvoir mesurer ces contraintes-là, parce que c'est des contraintes qui peuvent arriver au niveau des trapèzes, qui sont importantes. Et avec le mouvement seul, on n'y arrivera pas. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller vers ce type de... Et là, ça avance, par exemple, sur l'exemple des Linux, ça commence à se mettre à avoir un peu les idées de trucs qui pourraient... des trucs, alors, à date, ce qu'on fait sur ces cas particuliers, c'est qu'on s'associe avec des entreprises qui proposent des EMG, donc des électromyographes, permettant d'estimer ces contraintes musculaires. Et donc d'associer le postural et le musculaire. Mais l'idée, c'est de pouvoir rendre ça accessible aux utilisateurs finaux. Nous, c'est vraiment notre objectif. Donc derrière, pour nous, la vision le permettra à terme de par sa simplicité. Et là, vraiment, on est dans le futur proche. Et enfin, sur la data et notamment l'IA, on va avoir pas mal de cas d'usage qui vont se développer au fur et à mesure, des avancées, des modèles qui vont être réalisés. Si on est capable de mesurer les efforts, si on est capable de mesurer les postures, et si on est capable en fait d'entraîner un modèle à par exemple déterminer des indicateurs qui soient plus cohérents tels que la fatigue, l'usure, des choses comme ça, ça va nous permettre de pouvoir ouvrir à des cas d'usage qui vont être très intéressants. Les cas d'usage, ça peut être l'optimisation des modes opératoires. Quand on construit une ligne, on construit un mode opératoire, mais ce mode opératoire, il peut être contraignant au début, à la fin, comment on arrive à équilibrer ce mode opératoire pour le rendre le moins contraignant au maximum, et ça, on peut l'anticiper via les simulations et donc via l'IA.
Ça va permettre de driver les formations sur les postes de travail et bien sûr les process. Par exemple, les durées de process. Ça, c'est intéressant parce que si on arrive à déterminer la fatigue d'un process, bah, on sait que ce process-là, on ne peut pas le faire évoluer à plus de 30 minutes, par exemple. Tu peux le faire pour les nuls et illustrer ton process, par exemple, un exemple. Pour faire pour Illustrer pour les nuls. Ah, bon, je veux dire, je sais pas pour moi, hein, c'était un générique de liberté, je n'ai pas compris très bien ce que c'était le truc Des process, en gros, l'idée derrière ça, c'est de se dire si on arrive à déterminer la fatigue, la quantité de fatigue d'un geste, d'une opération. C'est pas la fatigue du process, c'est la fatigue du mec sur le process. Exactement. Et du coup, ça va permettre de pouvoir l'équilibrer dans son mode opératoire et donc d'équilibrer tout ça. Ça va un petit peu sur la possibilité d'équilibrer les lignes de production. Donc de pouvoir utiliser les rotations de postes. Il y a des postes qui sont plus sollicitants pour certaines articulations, pour certains muscles. Et derrière, de pouvoir avoir un équilibrage des lignes de production permet de compenser la charge sur la journée, sur la semaine de travail de l'opérateur. On travaille avec un client qui fait des avions, pour ne pas le citer, sur cette problématique d'équilibrage de ligne qui est très importante chez eux parce qu'ils ont des temps de cycle de 2 jours. Donc forcément, ça peut être assez contraignant. Derrière, ça peut être aussi l'utilisation d'IA pour aider au retour à l'emploi. Donc créer en fait des modèles qui permettent de faire un lien avec une accidentologie, une pathologie, pour pouvoir sélectionner les postes qui seraient les moins à risque sur les articulations qui sont déjà lésées. Donc là, on est plutôt sur la prévention tertiaire, mais c'est important aussi de la prendre en compte. Et enfin, de pouvoir proposer directement un premier niveau d'aménagement. Donc il y a de plus en plus d'IA qui commencent à sortir, qui commencent à proposer des recommandations. Donc c'est intéressant, mais je pense personnellement que si on se base que sur le postural, on ne va pas aller très très loin. Et en fait, l'IA va vous proposer des solutions qui vont en fait être logiques pour vous et qui ne vont pas vous apporter une plus-value importante. Mais pour moi, si on arrive à aller sur d'autres indicateurs organisationnels, efforts et autres, on va pouvoir faire ressortir des vraies recommandations qui auront de plus en plus de sens. Bien que il faut toujours tempérer, pas que de la sphère biomécanique, et il faut aussi pouvoir regarder tout ce qui se passe autour, l'organisation, le psychosocial, l'environnemental et autres. Et plus on aura de la data, plus nos modèles seront prédictifs et seront intéressants. Et du coup, sur la conclusion, on peut faire un rapide, alors je ne sais pas. Il est 5h06, on a encore 10 minutes, oui. Et moi j'ai plein de choses à dire, mais moi aussi, donc... Ça marche. Du coup, sur la conclusion, c'est juste pour rappeler rapidement, l'IA à date sur les process de prévention des TMS, on va être sur principalement de la vision par ordinateur, qui alimente un modèle d'apprentissage qui permet d'estimer les mouvements et les postures au cours du temps, sans devoir poser de capteurs complémentaires. Permet, in fine, de pouvoir mesurer les risques via des méthodologies existantes, Polar, EMBA, NIOSH, 509 et tous leurs collègues. Derrière, l'intérêt va être le côté non contraignant, facilité d'usage, donc ça va permettre de s'ouvrir aux préventeurs, aux HSE, à tous les corps de métier qui ont ces missions-là et qui n'ont pas forcément une formation poussée en biomécanique ou autre, et un coût maîtrisé pour l'entreprise. Ça, c'est très important parce que ça va permettre d'être un vecteur d'acceptation des technologies auprès des entreprises. Donc, comme je disais, à l'heure actuelle, on est sur un outil d'optimisation, un outil qui va permettre un gain de temps, une précision et une objectivité supérieure, qui va permettre aussi de personnaliser l'analyse, notamment en s'adaptant en fait, à toutes les tailles de personnes, les morphologies. On va permettre d'optimiser et de personnaliser l'analyse pour pouvoir avoir une analyse de risque qui peut être par opérateur. Et demain, vraiment l'objectif d'améliorer la prédiction. Donc là, on passe sur, OK, on a des modèles existants pour 30 ans. Maintenant, comment on va plus loin pour améliorer la prédiction et derrière apporter des recommandations qui soient basées sur les datas de terrain directement issues du client. Et ça, c'est le vrai challenge à l'heure actuelle, encore dans les cartons de la R&D, mais qui sont vraiment des sujets, les sujets auteurs dans notre secteur d'activité et qui permettra aussi de pouvoir se connecter à d'autres secteurs de l'entreprise. On peut parler des ingénieurs méthodes qui créent les process, mais également des RH sur les problématiques d'accidentologie, de turnover et autres. Et il y a des IA de plus en plus performantes, notamment en IA générative,
qui permettent d'agréger l'ensemble de ces données-là et de faire ressortir des trends. Pour l'instant, ça reste que des trends, mais par la suite, on pourra peut-être avoir des prédictions qui soient multifactorielles et surtout basées sur une multitude de données issues des différents corps de métiers de l'entreprise. Et voilà, j'ai fini. Un grand tour, c'est super. On a passé quand même un petit coup de répète complémentaire.